L'exploration des océans et des nouveaux mondes s'est souvent soldée par des disparitions, des voyages sans retour. Mais quelques-uns réussirent à passer, rescapés d'un enfer d'autant plus éprouvant qu'à cette époque il était certain que l'on souffrirait du froid, de la faim, de la maladie, des mutineries et des châtiments. Et c'est cette furie qui attend Magellan et ses hommes dans son tour du monde. Le premier dans l'histoire de l'humanité. Le voyage de Marco Polo aux confins du continent eurasiatique révélait à l'Europe d'immenses richesses. Dès lors, le Portugal a tout misé sur le contournement de l'Afrique. Enfin, en 1492, Christophe Colomb découvrait les Indes occidentales et 8 ans plus tard, Vespucci, un nouveau monde. Le tout ne faisant qu'un, à savoir l'Amérique. D'immenses richesses sont convoitées, et le pape décrète donc le partage du monde en deux. À droite de cette ligne, les terres nouvelles appartiendront au Portugal, à gauche, à l'Espagne. Mais tout se joue de l'autre côté de la Terre, car dans le prolongement de ce méridien, quelque part, se trouvent les fameuses îles aux épices, les Moluques. La question qui taraude l'Occident est de quel côté sont-elles situées? Appartiendront-elles à l'Espagne ou au Portugal? Ce mystère. Fernão de Magalhães, dit Magellan, est portugais. Il s'est déjà battu aux Indes pour offrir à son pays le contrôle de la route des épices, celle de l'Est, qui contourne l'Afrique. Avec son ami Faleiro, il passe son temps à calculer l'exacte circonférence de la Terre et la vraie position des Moluques. Magellan s'entête. Penché sur la carte du monde et avec les tout derniers rapports des explorateurs, il découvre une information capitale. Un passage existerait au sud du continent américain, au niveau du 42e degré. À cette latitude s'ouvrirait un nouvel océan. Cette position sera gardée secrète par Magellan, d'autant qu'il est en chemin pour défendre son projet devant le roi d'Espagne, après avoir essuyé un échec cuisant devant son propre roi. La partie s'annonce serrée, mais Magellan détient un argument de poids. Ses calculs placent les îles Moluques du côté espagnol. En partant d'Espagne, la route pour faire le tour de l'Afrique ou le tour de l'Amérique est la même, donc il faut naviguer jusqu'au Brésil. Le vrai problème de Magellan est d'être l'amiral portugais d'une flotte commandée par des Espagnols. Dès la traversée de l'Atlantique, les tensions montent. Et plus l'exploration avance le long des côtes du nouveau continent, plus le doute s'installe chez les Espagnols. Le fameux passage annoncé par Magellan autour du 42e degré sud se révèle être la gigantesque embouchure du Rio de la Plata, un fleuve qui se perd dans les terres. Tout ce qu'il croyait savoir était tombé à l'eau. Donc il continue à descendre le long de la côte et il n'y a pas que lui qui s'en a aperçu. Quelques-uns de ses capitaines qui étaient aussi expérimentés que lui ont commencé à se dire mais où est-ce qu'on va 40 sud on a vu où c'était, 42 pourquoi pas, 44 encore pire. Et là tous les marins, les capitaines y compris, s'attendaient pas à faire ce type de voyage. Magellan n'est pas du genre à se laisser intimider. Et aussitôt qu'une fronde gagne les autres bateaux, il convoque sur son navire les capitaines espagnols. Sûr de son autorité, il n'hésite pas à menacer ses nobles, pourtant nommés personnellement par le roi d'Espagne. Juan de Cartagena, le plus haut gradé et capitaine du navire le mieux armé, est particulièrement visé par Magellan. Mais cette mise au point virulente de Magellan n'a fait qu'amplifier le sentiment de défiance à son égard. En fait, les capitaines espagnols reprochent à Magellan de ne pas être associé aux prises de décision, ou du moins à connaître ses projets.
Et l'hiver arrive, le mauvais temps arrive, commence à être un peu court en vivre, et ils vont décider donc d'hiverner vers Saint-Julien, passer l'hiver là pour à la fois refaire les forces des hommes, refaire un petit peu les gréements des bateaux et l'accastillage, et tenter de refaire des vivres à terre. L'idée de passer l'hiver ici finit par enflammer les Espagnols. Ils assassinent un capitaine portugais pour prendre l'ascendant sur Magellan. Dorénavant, ils sont maîtres de 3 navires sur les 5 et veulent forcer leur amiral à les écouter. Magellan confie sa réponse à son plus fidèle compagnon, afin qu'il la porte en main propre à un des capitaines mutins. Mais la lettre n'est qu'un prétexte pour assassiner le capitaine espagnol. Le coup de force de Magellan est osé, mais il réussit. Et le bateau repris par ses hommes vient fermer la baie aux côtés de leur chef. Les 2 bateaux aux mains des Espagnols sont pris au piège. Ils finissent par se rendre sans résister et leur procès est organisé. Implacable, la sentence prononcée par Magellan lui-même est tombée. Elle condamne à la décapitation un des capitaines espagnols. Un autre sera écartelé. Quant à Juan de Cartagena, son sort est remis au jugement de Dieu. Il est abandonné en baie de San Julián. C'est donc en maître absolu que Magellan poursuit sa descente vers le sud. En dehors de ce sinistre épisode, l'expédition découvre des hommes gigantesques et aux pieds impressionnants. Pour cela, Pigafetta, le naturaliste de l'expédition, les appelle les Patagons. Et par extension, la côte foulée par ses grands pieds s'appellera la Patagonie. Mais Magellan ne se détourne pas de sa mission. Il cherche obstinément son passage. Donc, ils continuent de la côte, ils continuent de baie en baie. Et là, les bateaux rentrent dans cette grande baie-là, s'arrêtent là, on mouille là, on discute. Est-ce que ça vaut encore la peine de se refaire une baie de plus, sachant qu'on en a fait 20 dans les jours précédents. Et là, Magellan dit, bon, bah, écoutez, on va rester là, on va envoyer un bateau. On va envoyer un petit bateau là-bas qui va explorer. L'eau reste toujours salée, le fond ne remonte pas, donc on semble faire un passage qui relierait 2 mers et pas dans l'entrée d'un fleuve. Et lui, Magellan, décide de repartir, et là c'était une épopée impossible. C'est-à-dire que les chances d'arriver à faire passer une flottille dans ce détroit-là, étroit, malsain, venté, gelé, avec des courants forts, avec du vent très instable, étaient infernales. Le long de ce corridor lugubre, la côte est nommée Terre de Feu, évoquant les foyers vus depuis les bateaux et unique petite source de chaleur dans ce monde hostile. Ajouter à ça quand même des équipages à bout de force et surtout, peut-être pas pour Magellan et pour quelques-uns de ses pilotes qui étaient quand même des gens aguerris à la mer, une trouille, soyons clairs. Les gens, ils étaient au bout de leur connaissance, au bout du monde, ils savaient pas où ils allaient, l'enfer était sûrement pas loin, qui était pavé pas de bonnes intentions, mais de monstres, etc., etc. Vous imaginez le travail. Et donc là, il a fallu toute la poigne de Magellan pour arriver à garder son équipage à la fois à la tâche et qui ne partent pas complètement à la folie. Mais la poigne de Magellan n'aura pas suffi à prévenir la désertion du plus gros bâtiment de sa flotte. Le San Antonio fait demi-tour et rentre en Espagne. Avec le naufrage du Santiago, il ne reste que 3 navires sur les 5 au départ pour s'engager sur un nouvel océan. Devant lui, Magellan contemple celui qu'il a tant convoité et pour la première fois, il se laisse envahir par l'émotion. Il baptisera cet océan Pacifique, tant il lui parut calme. Trop calme.
sans vent, gigantesque et finalement meurtrier. Le scorbut fait des ravages et c'est à bout de souffle que la flotte arrive aux Philippines. Magellan noue de bonnes relations avec les rois locaux, sauf un, à qui il veut s'imposer par la force. La mort bête et tragique de Magellan sonne la déroute totale du reste de l'expédition. Malgré tout, les îles Moluques seront atteintes et les bateaux seront chargés d'épices. Mais un seul rentrera en Espagne avec seulement 18 hommes sur les 256 au départ. Ils ont accompli le premier tour du monde de l'histoire de l'humanité. Selon la ligne de partage du monde fixée par le pape entre l'Espagne et le Portugal, de l'autre côté de la Terre, l'antiméridien est clairement positionné sur les cartes en même temps que les Moluques. Ces îles seront déclarées en zone portugaise, contrairement à ce que prétendait Magellan. Il s'en est fallu que de quelques centaines de kilomètres. La route de Magellan sera abandonnée et personne ne s'y risquera avant le corsaire